Mesdames et messieurs, bonjour, soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures à la une de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, signature de convention de partenariat entre le CLE et les partenaires de l'écosystème entrepreneurial. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Afrique du Sud, 7 morts dans des inondations moins d'un an après des intempéries historiques. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, à la une dans l'actualité, direction le Sud, où une forte délégation conduite par le ministre de la Santé, M. Ahmed Roble Abdile, et composée de ses principaux collaborateurs, son département gouvernemental, s'est rendu jeudi dernier à Ali Sevier. Dans son déplacement, ce déplacement plutôt s'inscrit dans le cadre de la supervision de structures sanitaires dédiées à la préservation de la santé de la mère et de l'enfant et du centre hospitalier du chef-lieu de la ville d'Aska. Atteinte à destination, les membres du gouvernement de ces collaborateurs ont été reçus par le préfet de la région Moussa Aden Nigini et le président du conseil régional, M. Charmaki Hassan Alale, et le député Abdi Khair Bouh à la préfecture. Le visiteur de marque et les responsables régionaux ont eu des discussions courtoises autour de la prise de café. Peu après ces premiers contacts entre ces hauts responsables, des chefs de département de la santé et les autorités régionaux, ainsi que les parlementaires, ont fait immersion dans les locaux de l'ancien centre médico-hospitalier de la ville, réhabilité et consacré au renforcement de la santé mère et de l'enfant. Sur place, les officiels ont été accueillis par le directeur général de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absiye Sama, Abraham Meiden Kidani, des professionnels de soins de santé, des chefs coutumiers, des femmes actives, des jeunes appartenant au milieu associatif régional et d'autres anonymes. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, s'est introduit dans les pavillons spécialisés de la santé mère et enfant des lieux, plus précisément dans le service prénatal où la prise en charge des femmes enceintes, du service néonatologie qui est spécialisé dans la prise en charge des nouveau-nés dont l'état nécessite des soins intensifs et une surveillance étroite, et le service de prévention des maladies infantiles ou de la vaccination infantile. Dans chaque service spécialisé de la santé de la mère et de l'enfant, il a inspecté le registre d'enregistrement des femmes en état de grossesse, des enfants victimes de la malnutrition, le taux de vaccination de nouveau-nés et d'autres enfants en bas âge. Le membre du gouvernement a fait savoir aux professionnels de santé que l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant constitue la principale préoccupation du ministère de la Santé et du pays. À cette fin, il a exhorté les responsables régionaux à la santé publique de mener une campagne de sensibilisation à travers les quartiers de réhabilitation auprès des femmes. Eh bien, après l'ancien centre médical hospitalier de la ville, le chef département gouvernemental, le ministre de la Santé en l'occurrence, et ses hauts principaux collaborateurs ont mis les caps vers après l'ancien centre médical hospitalier de la ville et le chef département gouvernemental de la santé et ses hauts principaux collaborateurs. Le représentant de l'autorité publique, le chef de l'instance régionale et la centralisation ont mis le cap vers l'hôpital régional Dr Ahmed Absiye Oursama, inauguré en avril 2016 par le chef d'État, son Excellence Ismaël Merguele. Un grand établissement médical moderne destiné à couvrir les besoins médicaux des populations régions du sud du pays, Ali Sevier, à savoir 10 kilos aussi. Dans les périmètres de l'hôpital, les officiels ont été accueillis chaleureusement par les membres du personnel soignant, les hommes et femmes assurant la surveillance et la propreté des différentes structures de soins de l'hôpital, de nombreuses femmes et d'autres personnalités influentes de la société civile. Notons également la présence du directeur de la société Rift Valley, qui assure les services de sécurité et de nettoyage des lieux. Devant un parterre des professionnels de la santé, les hommes et femmes coutumiers, femmes importantes, des jeunes leaders et les ministres de la Santé et les responsables de la région sont succédés au micro pour parler du renforcement de la santé. Dans un premier lieu, le directeur de l'hôpital régional, Dr Ahmed Roble Absiye, a conduit celui-ci et les autres officiers de faire immersion dans le service des urgences qui avait fait il y a quelques mois une réorganisation dans l'optique d'améliorer leur offre de soins médicaux. Les services d'urgence, qui sont les pivots de l'organisation sanitaire, ont bénéficié des moyens humains et matériels supplémentaires. Ils sont opérationnels du jour comme des nuits, du fait de leur disponibilité permanente. Ils sont en quelque sorte le point de départ de toute hospitalisation. Ils reçoivent des personnels affectés par toutes sortes de symptômes nécessitant des soins mineurs, des accidents, des individus transférés tardivement à l'hôpital avec des complications médicales nécessitant des interventions chirurgicales, compte tenu de leur importance des premiers dans l'optique de rénover en améliorant les prestations de prise en charge à temps. Les services d'urgence ont été dotés d'une banque de sang et de radiologie et d'une entité d'analyse sanguine et d'une pharmacie. Nous restons toujours
À Ali Sebiou, où en premier lieu, le président du conseil régional, Shermak Hassan Alaleh, a rappelé les différentes réalisations au cours de cet hôpital. Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a commencé dans son intervention en remerciant les autorités régionales, le député et doyen Abdi Khair Bouh, les hommes et femmes, jeunes et l'ensemble des professionnels du ministère de la Santé de la région pour l'accueil chaleureux et fraternel qu'il a reçu depuis son arrivée à Ali Sebiou, a-t-il remarqué le ministre. Ainsi, le ministre a rappelé mes salutations au nom de l'islam, a-t-il déclaré. Puis après, mieux équipé, a-t-il rappelé le ministre Ségron, hôpital régional, et procédé à la pose de la première pierre d'un poste de santé pour la localité rurale de Doub-Alaleh. Auparavant, lors de ma visite, a-t-il rappelé le ministre de la Santé. Les porte-voix des habitants de la région m'avaient sollicité la prise en charge du transport et autres charges des patients dialyse dans l'hôpital général Pelletier de la capitale doléances effectives. Depuis lors, a-t-il dit, prochainement, l'hôpital régional sera équipé des machines de dialyse, des scanners, de 164 barrettes du grossissement du matériel et de sa banque de sang, puis il s'est livré d'un long plaidoyer en faveur de la consolidation et l'amélioration du suivi, de la prévention des maladies infantiles ou des complications éventuelles dont sont victimes les mères en état de grossesse. Il a surtout, a-t-il rappelé le ministre, s'organiser en petites communautés citoyennes au sein de chaque zone d'habitation pour sensibiliser les mères enceintes, la détection des enfants malnutris dont les signes indicateurs n'échappent pas aux femmes d'expérience familiale. En fait, l'appel constant aux jeunes mères à vacciner les bébés et enfants à toutes les périodes recommandées par le carnet de santé. Les femmes sont des spécialistes des maladies infantiles, a-t-il rappelé le ministre, des pédiatres sans diplôme qui savent bien les maux dont souffrent les petits-enfants. Convaincre les mères en grossesse réticentes ou négligentes à faire 4 visites prénatales, ces consultations sont très importantes pour la santé du fœtus, a-t-il rappelé le ministre. Après l'implication et la collaboration de la population au service des soins des hôpitaux, le renforcement de la santé des mères et enfants atteindra des proportions tangibles, a-t-il fini dans son discours. On reste toujours dans le domaine de la santé, ou direction de Merjok, où le ministère de la Santé, par le biais du centre hospitalier d'Arta, a organisé une visite médicale dans le domaine de l'ophtalmologie pour les enfants du préscolaire et du primaire de l'école de Demerjok. Rappelons que ces activités ont vu la participation du sous-préfet de Demerjok, M. Abikib Nour Youssouf, le médecin chef de la région d'Arta, Dr Yacoub Ardey, et du directeur de l'école primaire de Demerjok. Ainsi, une équipe spécialisée du CMH d'Arta s'est rendue à l'école primaire de Demerjok pour effectuer des consultations ophtalmologiques pour tous les enfants de cette école. Ces activités de santé oculaire en milieu scolaire et une plateforme efficace pour la prévention, la détection et le traitement des troubles courantes. Ces activités médicales en milieu scolaire a permis d'aider à identifier les enfants nécessitant une orientation vers les services spécialisés dans les grands hôpitaux du pays. Ces activités concernant aussi toutes les écoles primaires de la région d'Arta qui vont bénéficier de ces dépistages dans le domaine de l'ophtalmologie. Autre actualité nationale dans ce 15h, la délégation de la CENI, conduite par son président de la CENI, M. Bahnan Ali Meidel, est composée des membres de la CENI, se sont rendus ce matin dans les différentes structures chargées de la gestion des élections législatives prévues pour le 24 février prochain. En premier lieu, la délégation de la CENI s'est rendue auprès du directeur national des élections, M. Wahib Omar Elmi, ensuite par le préfet de la ville, M. Asman Bele. La délégation a été accueillie par les principaux responsables de ces institutions, la préfecture et la direction des élections. La délégation de la CENI a visité successivement les arrondissements, en premier l'arrondissement du Plateau et les matériels destinés au jour de vote. Par la suite, le sous-préfet du premier arrondissement, M. Abdi Hassan, a accueilli la délégation de la CENI en présence du président de la commune de Blaos. Le préfet du premier arrondissement ainsi que les membres de la CENI ont affirmé l'importance de ces missions pour la disponibilité des cartes d'électeurs. De sa part, le président de la CENI, M. Bahnan Ali Meidel, a dans sa réaction indiqué que la visite a souligné la satisfaction par les dispositions prises pour les cartes de retrait. Enfin, la délégation de la CENI va continuer cette visite dans les autres sous-préfectures de la capitale et dans les régions de l'intérieur.
Un peu l'état d'avancement des retraits de cartes, de constater, de voir les listes, les tableaux. Et nous sommes très contents de voir qu'au niveau du premier arrondissement, en tout cas, les choses se passent bien. Il y a une réelle montée en puissance de retrait des cartes. Donc je tiens à rappeler que la CENI s'occupe aussi de l'organisation du scrutin du 24 février prochain. Et nous allons donc visiter aussi les autres centres et de retrait de cartes et de listes électorales. Et je tiens encore une fois à remercier l'équipe de la sous-préfecture du premier arrondissement pour le travail qui nous a l'air extrêmement bien précis et bien ordonné. Et je vous le disais dans le titre, sous l'impulsion de la ministre de l'Innovation, le Centre Leadership a organisé une cérémonie de signature entre le Centre de Leadership de l'Entrepreneuriat et les représentants par le directeur adjoint, M. Abdoukarim Mahmoud Hassan, et les acteurs de l'écosystème entrepreneurial djiboutien. C'est au siège du ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation. Cette cérémonie a vu la participation des représentants de la Chambre de commerce djiboutienne, de l'Agence nationale des personnes handicapées, le Centre de technologie et d'innovation pour le développement et l'association Femmes TIC djiboutienne, ainsi que le club de jeunes entrepreneurs djiboutiens. Rappelons que ce partenariat s'inscrit dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et jeunes financé par la Banque mondiale, plus précisément dans le composant destiné à aider à renforcement des capacités des prestataires de services de l'écosystème. L'entrepreneuriat djiboutien. La signature de ce convention a pour objectif de poursuivre la dynamique engagée par le gouvernement dans le cadre de la politique de lutte contre le chômage et la promotion de l'entrepreneuriat et l'amélioration de la formation professionnelle des jeunes porteurs de projets de création d'entreprises en vue de créer des emplois. Objectif, justement, pour essayer de mettre en place un programme, des programmes d'accompagnement, des programmes de formation à l'endroit des jeunes, des femmes, des personnes vulnérables, des personnes à besoins spéciaux, les migrants, les réfugiés, tous les pans de la société qui veulent entreprendre, et notamment vers l'entrepreneuriat dit innovant. Parce que c'est le seul, on va dire, aspect pour que ces personnes puissent concourir à l'émergence d'une économie prospère. Cela passe par un entrepreneuriat innovant, cela passe par le fait de créer des projets innovants et surtout les former en amont. Et je pense que c'est le momentum, que cette collaboration va servir de catalyseur, parce que chacune des institutions a déjà travaillé dans son coin. Ici, c'est comme disait le vieil adage, seul on va vite, mais on s'en va beaucoup plus loin. Donc c'est une manière d'aller beaucoup plus loin, main dans la main, de faire, on va dire, apporter sa pierre à l'édifice, qui est l'émergence de cette économie djiboutienne. Pour ce faire, il fallait que l'écosystème puisse travailler ensemble, signer des conventions. C'est un acte concret qui permettra à tout à chacun de pouvoir créer de la valeur, créer des emplois, parce que c'est le but ultime. Quand on concourt à l'entrepreneuriat, c'est pas juste, on va dire, une mode. C'est au contraire, c'est un état d'esprit qui permet à ce que, au final, les gens puissent créer de la valeur, créer des emplois pérennes et durables. Eh bien, le secrétaire général du ministère a insisté dans son mot d'ouverture sur le soutien sans relâche du président de la République, son Excellence Ismaël Merguele, en faveur des jeunes porteurs de projets créatifs et innovants, qui s'est traduit, entre autres, par la création du clé sous la tutelle du ministère de l'économie numérique. Honoré d'être parmi vous aujourd'hui pour la signature des conventions d'appui à l'entrepreneuriat, et le ministère délégué chargé de l'économie numérique et de l'innovation saisit cette occasion pour vous souhaiter la bienvenue. Rappelons le soutien sans relâche de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de gouvernement, M. Ismaël Merguele, en faveur des jeunes porteurs de projets créatifs et innovants, qui se traduit, entre autres, par la création du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat sous les tutelles du ministère. Cette volonté du Président, comme il a rappelé lors de l'inauguration du centre, dans son discours, les générations d'entrepreneurs qui, je l'espère, sortiront de ce centre d'incubation contribueront à la transformation de notre pays. Ces start-up développeront de nouveaux secteurs d'activité qui se présentent actuellement comme le plus dynamique de l'économie mondiale. Cette action qui nous réunit aujourd'hui se traduit dans le soutien des parties prenantes de l'écosystème au service de l'entrepreneuriat. Soutenir et encourager ces entrepreneurs qui sont la force motrice de notre économie et source d'innovation
de notre pays. Les conventions que nous signons aujourd'hui dans le cadre du projet d'appui à l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes vont permettre de fournir un appui concret et de ressources pour les entrepreneurs, pour les aider à développer leurs entreprises, à attirer des investissements et à créer des emplois. Et enfin, dans la magazine cet après-midi, des jeunes travailleurs sociaux œuvrent dans le social pour apporter joie et confort pour les ménages les plus démunis et ceux vivant dans une situation précaire à Djibouti, en leur permettant de trouver eux à eux des solutions lorsqu'ils rencontrent ces difficultés. Mus par la volonté de servir et aider les autres, des jeunes cadres du ministère des Affaires sociales et des Solidarités œuvrent dans le social. Animés par les désirs et devoirs d'aider ses compatriotes et surtout armés d'un sens des responsabilités hors pair, ces jeunes mènent des travaux purement humanitaires en accompagnant et aidant des familles les plus nécessiteuses dans leurs besoins. Un élan prometteur, une dynamique sociale susceptible de réduire les divisions sociales et les inégalités au sein de la population djiboutienne en reconnaissant les valeurs des responsabilités personnelles dans les domaines du travail, des relations professionnelles, la santé et la sécurité des personnes âgées. Rappelons que ces jeunes ont suivi plusieurs formations sur comment aider, accompagner la population pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus particulièrement la frange la plus vulnérable. La première session des formations de renforcement des capacités de ces artisans de bonheur à Djibouti était, selon leur dire, la plus cruciale. Il s'agit, à travers cette formation, de consolider les compétences et les acquis des travailleurs sociaux d'IMAS qui œuvrent dans le social afin d'apporter une contribution à la construction d'une nation plus juste, plus équitable et plus forte. Notre mission consiste entre autres d'aller au terrain, d'écouter les doléances des familles les plus nécessitées pour finalement soumettre au ministère des Affaires sociales et des Solidarités afin d'apporter une solution à toutes les difficultés que vivent ces gens. Des formations sur les techniques d'accueil et de la communication, les méthodes et les approches du service social dans le cadre d'une intervention auprès des catégories vulnérables, notamment les enfants, leur ont été données pour mener à bien leur mission. Chaque jour, nous sommes prêts à écouter et recueillir les doléances des familles en détresse, en se déplaçant jusqu'à leur domicile, notamment dans les différents quartiers de la commune de Balbala et Boulos. Il va sans dire que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités vise à travers cette initiative d'accentuer la vision du président de la République qui est de soutenir les ménages les plus démunis et ces vivant dans une situation de précarité à Djibouti. Force est de rappeler que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a ouvert 12 guichets sociaux dans les arrondissements de Djibouti-Ville et au sein des conseils régionaux. Ces personnels constituent la cheville ouvrière de toute la politique sociale de ces ministères. Ils reçoivent par jour une cinquantaine de doléances par guichet. Il convient de souligner que cette initiative a vu les jours grâce à l'appui financier de l'UNICEF et un partenariat avec l'Institut national du travail et des études sociales de Tunis. Soucieux d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, et plus particulièrement la frange la plus vulnérable, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités a mis en place ces nouvelles structures qui, sans nul doute, permettront aux travailleurs sociaux de discuter des difficultés réelles du terrain et du travail de proximité avec la population vivant dans des situations de précarité. Et fait divers pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre le trafic du commerce illicite, la brigade douanière du Loïada de la région d'Arta, en collaboration plutôt avec le bataillon BIR, ont intercepté hier une quantité importante de cartons de cigarettes et de produits cosmétiques. Plus de 40 cartons de cigarettes et de produits cosmétiques ont été interceptés. En effet, c'est lors d'une opération de contrôle inopiné que l'armée des BIR de la brigade douanière de l'Oïada ont intercepté ces produits illicites. Le chef de la division douanière de la région d'Arta, M. Yahya Mousserigué, s'est félicité de la réussite de l'opération et lance une mise en garde aux trafiquants qui veulent nuire à notre économie. Et dans l'actualité internationale, je vous dis dans le titre, l'Afrique du Sud, 7 morts dans des inondations moins d'un an après des intempéries historiques.
Déclaré lundi soir à l'état de catastrophe nationale après des inondations causées par d'importantes pluies ces derniers jours, qui ont déjà fait 7 morts et des disparus selon le centre de gestion des catastrophes de plusieurs provinces. Le gouvernement a déclaré l'état de catastrophe nationale pour permettre une réponse soutenue et coordonnée à l'impact des inondations, a déclaré la présidence dans un communiqué. Un bilan national n'a pas encore été communiqué, mais les intempéries menacent cette province sur le nef qui compte le pays, principalement sur la côte est ouverte sur l'océan Indien. Le Centre national de météorologie prévoit encore de pluies persistantes et abondantes à venir avec de risques des inondations. L'Afrique du Sud a connu l'an dernier les pires inondations de son histoire, touchant principalement la ville d'Urban, 3e ville du pays et important port du continent. Ces intempéries avaient fait plus de 400 morts et affecté plus de 85 000 personnes. Et enfin, dans l'actualité internationale, le changement climatique amplifie le risque d'incendie d'une manière générale en raison des sécheresses et des vagues de chaleur récurrentes. Le changement climatique amplifie le risque d'incendie d'une manière générale, en raison de sécheresses et de vagues de chaleur récurrentes. En dehors de faits directement liés à la main de l'homme volontaire ou non, il y a également des faits d'origine totalement naturelle. La plupart d'entre eux sont liés à la foudre. Afin de mieux comprendre le lien entre le changement climatique, la foudre et le feu de forêt, des scientifiques ont comparé de relevés météo avec des données sur le feu de forêt survenu aux États-Unis. Le réchauffement climatique augmenterait la possibilité d'éclairs à courant continu. Ce type d'éclair est connu pour déclencher des feux à des forêts ou des habitations, car la décharge électrique est bien plus longue et C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés.